c'est-à-dire la survie humaine et l'existence de nos forêts, la protection de nos forêts. Il faudrait qu'on sache que si rien n'est fait, que nous partons contre notre propre existence. Par conséquent, on est obligé, chacun à son niveau, n'est-ce pas, de s'y mettre. Il faut également, puisque là on est à l'heure de la refondation, et la refondation ne veut pas dire qu'il faut non seulement poser que de nouvelles stratégies, mais il faut partir, n'est-ce pas, des valeurs du passé pour construire le présent et surtout penser à mettre en place beaucoup de choses dans le futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? La loi Fria doit revenir. On dit que la population est en train d'augmenter. Plus la population augmente, plus on assiste à la construction des maisons, plus on assiste à la destruction de nos forêts. Et pourtant, si la loi Fria existait, plus la population augmentait, plus les périmètres forestiers devaient normalement augmenter. Dans la mesure où, quand il y a naissance sous un toit, il faut planter un arbre. Quand il y a mariage sous un toit, il faut planter un arbre. Or, d'ailleurs, pendant cette période du mois de Ramadan, à la veille du mois de Ramadan, si on vous donne la statistique réelle au niveau de nos états civils du nombre de mariages, et si cela pouvait être proportionnel au nombre de plants, n'est-ce pas, plantés, ça pouvait donner quand même un bon périmètre, n'est-ce pas, de forêt. Donc, sauf que malheureusement... je voudrais te rappeler que tu as parlé de réformes et des changements par rapport à la consommation de charbon, de bois comme source d'énergie. Oui. Mais j'avoue qu'il y a aujourd'hui, à l'instant où je te parle, le montage d'une usine de fabrication de bouteilles de gaz à Konta dans la préfecture de Forêt-Karia, dont j'ai eu la chance de couvrir la pose de la première pierre de ce gigantesque projet, qui consiste aujourd'hui à doter le pays des bouteilles de gaz butane, permettant, n'est-ce pas, de remplacer le charbon. Parce que la coupe abusée du bois, comme tu l'as dit, touche aujourd'hui même notre source, notre réservoir énergétique de la Guinée. C'est quand tu as parlé des sources d'eau, des rivières et autres, qui est le fleuve Concouré. Le fleuve Concouré seul abrite près de 4 barrages. C'est là, il y a le barrage de Sopiti, le barrage Amaria, le barrage Kaleta, le barrage Kaleta, je dis. Oui. Donc 4 barrages sur ce seul fleuve. Mais malheureusement, c'est en 2025, là, avec la refondation, qu'on a pu faire la délimitation de ce fleuve par rapport aux activités agricoles. Quand vous défrichez le champ juste dans le lit de la rivière, vous brûlez tout. Et puis quand il y a sécheresse, et puis l'eau tarit. C'est pourquoi il faut saluer la volonté politique. Quand il y a forte température, d'évaporation. Et je t'avoue, nous sommes en pleine période d'étiage. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans les barrages. C'est ça la vérité. Mais heureusement qu'avec le leadership du général Mamadi Doumbouya et tout le gouvernement, aujourd'hui on a des bateaux électriques qui nous donnent, des bateaux flottants qui donnent une bonne partie de l'électricité. Mais l'action de l'homme, les politiques de gouvernement sur la gestion de l'environnement doit être revues, surtout mettre un accent particulier sur la protection des têtes des sources. La protection des têtes des sources, quand vous voyez l'État quelque part, on dira, je ne suis sans faire l'avocat du diable, mais l'État quand même joue son rôle à travers la mise en place de beaucoup de stratégies, également la formation des cadres, la mise à disposition des cadres. Mais il faudrait quelque part, ces arbres-là ne sont pas coupés par les fonctionnaires, ces arbres-là ne sont pas coupés par, n'est-ce pas, l'État. C'est coupé par les citoyens. Et surtout, il faudrait que les citoyens comprennent. Et surtout, notre pays est leader mondial d'exportation de la bauxite. Nous sommes d'accord, mais qu'on respecte le contenu local, qu'on respecte le cahier de charges, qu'on respecte, nos principes environnementaux. C'est décevant que après l'exploitation d'une carrière, que la société elle-même refuse de reboiser. Parce que c'est écrit carrément dans le cahier de charge, quand vous finissez de reboiser un coin, vous retournez la territe et puis vous reboisez. Mais malheureusement, beaucoup de sociétés minières ne font pas cela et c'est dramatique pour notre environnement. C'est dans ce cadre-là qu'il faut mettre un accent particulier sur la destruction des rivières par ces sociétés minières et qui n'est pas normal. Voilà. J'espère que ces sociétés minières, sans pour autant de nous, cohabitent avec nos élus locaux. C'est-à-dire, il y a une administration locale qui est là, qui observe. Il y a des agents communautaires qui sont là. Alors, moi, je pense que si, quelque part, une entreprise minière ne s'acquitte pas de son devoir, il est du rôle de chacun de remonter, effectivement, un rapport à travers lequel on peut peut-être interpeller
d'interpeller la dite société, soit à arrêter ses activités si rien n'est fait dans le cadre de la protection de l'environnement. Mais moi, je pense qu'il faudrait que les gens oublient leur intérêt un peu, essaient de placer l'intérêt général, essaient de placer vraiment notre patrie en avant. C'est ce qui pourrait nous aider. Mais les gens se contentent de leur bien-être. Ils se contentent de ce qu'ils empochent. Ils se contentent de ce qu'ils gagnent. Même si l'avenir de leur progéniture serait compromis après-demain. Exactement. Donc moi, je pense que ce sont des comportements auxquels il faudrait se départager. Alors, sur ce plateau, je le disais, merci à Bakar Junior, parce que là, Bakar, le plus souvent, nous apporte quand même des sujets du fond de sa zibessière qui sont extrêmement intéressants. Ce n'est pas exclu si les autres ont quand même des commentaires à faire là-dessus. Mais sauf que nous avons un très grand événement qui se pointe à l'horizon, et c'est l'œuvre d'un journaliste, d'un homme de culture. Je vais parler donc de M. Ansoumana Guessira Condé sur ce plateau. L'événement s'intitule La nuit des merveilles de Guinée. Et comme vous le savez, je le disais à l'entame, notre pays est un pays à scandale géologique, mais aussi un pays à scandale culturel. Sa richesse culturelle dépasse notamment, en un mot, le périmètre même du pays, puisque là, comme vous le savez déjà, notre pays il y a l'existence de plusieurs communautés qui présentent des spécificités culturelles, tant sur le plan des pratiques que nous connaissons déjà, mais notre pays aussi présente ce qu'on appelle, sur le plan de l'artisanat et de l'art, ce qu'on appelle plusieurs gadgets, mais beaucoup d'autres choses. Et lui, il cherche à mettre en avant aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant parce que c'est un homme de la culture, c'est un cadre du ministère de la Culture sur ce plateau, mais qui agit sous le manteau, n'est-ce pas, d'une agence qu'on appelle Guessira Convergence. Monsieur Condé, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Dieu sait faire la sauce, cette émission. Je dirais que vous m'avez tiré dans cette émission et aujourd'hui vous êtes mon invité. Et justement, ça me paraît très bizarre et ça me met très mal à l'aise parce que les rôles sont inversés. C'est-à-dire que je me trouve dans une position qui n'est pas habituelle. Oui. J'ai reçu pas mal de personnes à ta place là-bas. Ouais. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis reçu. Oui. Je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, merci de m'avoir invité pour parler justement de cet événement. Il faut être fier de vous-même parce que la personne... est assurée. Mais écoutez, oui, il y a de quoi être fier, mais comme je vous l'ai dit à tout moment, ce qui est important dans la vie, c'est de savoir que quand on a la chance, moi j'ai été découvert et j'ai été coopté par des gens qui me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais même pas où ils sont aujourd'hui, et qui m'ont dit, ouais, mais toi tu ferais un très bon animateur télé. Mais il m'a donné ma chance. Il s'agit de monsieur Elhadj Souleymane Dalen Diallo, qui était directeur des programmes à la télévision nationale, à Boulbiné. Oui. Ça, c'était vers les années 95, 96, par là. Je ne sais plus. Et voilà. C'est très important de préparer la relève. Et aujourd'hui, Dieu et la nature nous donnent raison parce que la télévision n'a pas été fermée faute de quelqu'un qui va animer. Vous êtes là. Et ça se passe très très bien. Nous sommes très heureux, très fiers. Bakar Junior, pour la petite histoire, j'étais chroniqueur, j'étais à ta place, là où tu es, dans cette émission avec les Bouba et les autres. J'étais le chroniqueur de tous les animateurs presque de cette émission. J'avais une disponibilité, en tout cas incommensurable pour les différents animateurs. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à chroniquer aux côtés de M. Condé, ici présent. Et on a continué. Et finalement, il m'a approché comme co-animateur dans cette émission, parce qu'il faut donner à César ce qui l'appartient. Et une fois, il m'a joué un coup dur. Il m'a dit, il m'a appelé à la veille de l'émission. Non, il m'a appelé, on n'était même plus loin de l'émission. Il dit, Ismaël, aujourd'hui tu animes seul. J'ai dit, quoi? Il dit, oui. Il dit, il faut gâter, après on va réparer. Il dit, mais aujourd'hui, pas seul cette émission. Ouais. J'avais la peur au ventre. Et quel que soit le talent, pour une première fois, avoir la destinée d'une émission, d'une très grande émission comme l'émission Génie sur Coloma en direct, avoir sa charge, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc je me suis dit, waouh, je tremblais dans mon fort intérieur. C'est tout mon âme qui tremblait, qui grelottait. Mais finalement, j'étais venu, mais même malgré, après, on l'a interpellé. Mais écoutez, pourquoi vous avez pris le risque de lui laisser seul? Il dit non. C'est comme ça. Il accepte tout. Il a tout accepté. Et c'est le lieu pour moi de vous remercier. Non, merci beaucoup. Mais écoute, si je n'étais pas sûr
qu'il était capable de conduire l'émission. Et si je pensais ou j'avais la conviction que tu allais tout gâter, je n'allais pas te laisser gâter. C'est pour ça que mais il fallait que je te mette en confiance et il fallait mettre les gens en confiance. Et c'est toujours comme ça. C'est comme quand tu apprends quelqu'un à conduire. À un moment, il faut l'amener loin de la ville. Tu descends, tu lui laisses la clé et la voiture. Tu prends un taxi, tu rentres et tu lui dis, bon, tu me ramènes ma voiture à la maison. Merci beaucoup. Je sais que quand la peur là va passer, c'est fini. On va s'habituer. Voilà. Alors, je sais que vous ne manquez pas de concepts quand il s'agit de la culture, quand il s'agit de l'art, quand il s'agit effectivement de belles choses. Aujourd'hui, vous venez avec un autre concept qui s'intitule La Nuit des Merveilles de Guinée. De quoi s'agit-il? Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une manifestation, c'est une soirée culturelle qui va se passer à l'hôtel Mariador Palace le vendredi 4 avril 2025 à partir de 18h, 19h. Et disons qu'il va y avoir une présentation des créations, des marques de Firsi et de Africmania. Ensuite, il va y avoir des prestations d'artistes, des prestations artistiques par Sayon Kamara Taramare, que je vous dirai pourquoi ce sont ces artistes pour ce départ que j'ai choisi et pourquoi ce sont ces deux dames que j'ai choisies. Ensuite, il y a Kefin Doussou, il y a, comment il s'appelle, Mamadou Lelouma, Zebal Traoré, il y a les percussions de Kouroussa. Et il y a... Zebal est un éternel compagnon de voilà, ah oui, mais vous savez... Non, mais moi, quand on animait cette émission ensemble. Quand je suis avec quelqu'un... Zebal était toujours là. Quand je suis avec quelqu'un, c'est à vie. Ah oui, Zebal était toujours là. Même quand la personne veut partir, je m'accroche. Mais c'est quand mais il ne faut pas forcer aussi les gens à rester quand ils n'ont pas envie de rester. C'est quand ça ne va pas. Chaque fois, en tout cas, je me suis dit, tout ce que je vais faire et toutes les activités... Zebal sera présent. Il y a un certain nombre de personnes qui seront toujours là avec moi. Et pour preuve, c'est que pour faire justement, c'est extrêmement important. Je me suis dit, si je dois faire cet événement, ça sera avec la RTG, la section culturelle de la télévision nationale. Et je vous donnerai aussi des raisons de ce choix. Et donc, voilà, la soirée, ça va être ça. Donc, ça va être la présentation parce que ce sont deux entreprises, deux PME. Bon, les gens disent c'est de l'artisanat, mais je pense qu'elles sont plus que des artisans maintenant. Et qui ont su utiliser notre patrimoine pour en faire, c'est-à-dire nos connaissances traditionnelles, les connaissances traditionnelles, pour les élever à un niveau tel que maintenant, on n'est pas loin de l'industrialisation de ce travail-là. Et elles ont su créer des chaînes de valeur. C'est-à-dire que quand tu prends, par exemple, Firsi, de Madame Fatou Baldé Yansane, je vais dire que c'est de la teinture traditionnelle qu'on faisait. Mais le problème avec cette teinture traditionnelle, c'est que ça déteignait. C'était un problème de qualité. Ça déteignait, c'était salissant. Et elle est arrivée, je ne sais pas par quel processus, à trouver un fixateur des éléments, du colorant, pour ne plus que ça salisse. Tout à fait. Et ce qui fait une controverse, c'est qu'elle fait tout ça sur du basin, mais pas que du basin. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Parce que quand tu veux aussi une certaine qualité, on va chercher de la teinture au Mali. D'accord, on va en chercher au Sénégal, mais la plupart du temps, c'est du basin, c'est pas des tissus fabriqués. C'est vrai qu'on fabrique du tissu. On a nos femmes qui font du textile en Guinée. Elle fait aussi de la teinture, cette qualité de teinture avec le tissu local. Ce que beaucoup n'ont pas compris. Donc, elle a plusieurs niveaux de qualité, mais en fonction des bourses des uns et des autres. Ça ne veut pas dire que ce qui est fait chez nous est de mauvaise qualité, non, mais puisque c'est plus accessible. Oui, tout à fait. Même si l'effort fourni pour passer du coton jusqu'au tissu, donc le tissage, c'est beaucoup d'efforts. Tout à fait. Mais c'est plus accessible financièrement que
qu'un bazin, par exemple, riche. Dont les matières premières sont importées d'abord. Ou en Hollande. Donc, voilà. Donc, ce travail qu'elle a réussi, ce processus-là, mérite d'être valorisé. Évidemment. Ce travail mérite qu'on fasse une promotion autour d'elle. Parce que, je vais vous dire, on parle beaucoup que la culture peut produire de la croissance, la culture peut générer des ressources, etc., etc. Mais il y a un ensemble de chaînons qui constituent la chaîne de valeur. Et dedans, il y a un maillon qui manque. C'est entre la culture et la communication, il faut qu'il y ait une courroie de transmission. Vous le savez, moi, je suis le produit des deux. Tout à fait. C'est-à-dire, je suis un homme de culture. J'ai été metteur en scène, j'ai fait du théâtre, marché, tout ça, du cinéma, tout. Et puis, je suis allé faire des études. Et j'ai évolué dans le secteur de la communication. Donc, le temps que j'ai passé, j'ai compris que si nous voulons un développement culturel capable de produire et de générer des ressources, il faut qu'il y ait une stratégie de communication puissante autour de la créativité et de l'innovation. On parle des créatifs et on parle de l'innovation, mais il n'y a pas véritablement de stratégie de promotion. C'est-à-dire, c'est pas organiser des événements, machin, tout ça, ou en parler à la télé. Non, il faut vraiment y réfléchir. Et c'est ce que Guessira Contact essaie d'apporter aujourd'hui. Vous verrez, hein, c'est pas gratuit lorsqu'on dit la nuit des merveilles de Guinée. C'est véritablement tout ce que vous allez trouver ce jour-là s'explique, ça se justifie. Donc il y a la jeune Kadé Barry qui a une entreprise qui s'appelle Africmania. Elle aussi, elle a créé sa marque qui s'appelle Africmania. Ce jour-là, elle va expliquer comment elle est arrivée, comment elle est parvenue à le faire. Et elle utilise le textile local et le textile venant d'un peu partout. Donc le textile local venant de l'Abbé et de Kindia et tout. Pour faire des accessoires qu'on peut utiliser, que les femmes peuvent utiliser, ou qu'on peut, la décoration intérieure, etc., etc. Il y a des chemins de table, par exemple, les dessous de table, là, qu'on met pour les verres et tout. Elle en fait plein. Elle fait des accessoires pour les plages, etc. Tu vois, il y a tout. Mais à partir du textile de chez nous et à partir du textile importé. Et ça, c'est très important. Ce sont des gens qui ont travaillé, mais sur lequel il n'y a pas eu suffisamment de promotion. Oui. Moi, on dit souvent des champions, que la Guinée doit avoir ses champions. Il y a des champions qui vivent dans l'ombre. On ne met pas de lumière sur ces champions-là. Alors, puisque un projet, c'est toujours venir, il y a un problème et on apporte des solutions. Oui. C'est ce que j'ai fait. Rapidement, pour terminer avec ce volet-là, il y a les artistes. Pour moi, et je pense que... Pourquoi le choix porté sur ces artistes sur ces artistes, justement. Oui. Pourquoi Sayon Camara? Pour moi, Sayon reste celle qui, vers les années 90, je crois que si ma mémoire est exacte, a bouleversé la structure musicale guinéenne, mais dans le bon sens. C'est-à-dire en y apportant non seulement des thèmes nouveaux, une façon de raconter l'histoire dans une chanson, mais aussi qui a une voix de sirène extraordinaire et qui a joué un rôle fondamental dans la prise en compte des droits des artistes. C'est-à-dire qu'elle a été, avec son mari, ils ont été véritablement des militants. D'accord, pour la cause des artistes. Ça, c'est un autre débat. C'était par rapport aux droits d'auteur, par rapport à plein de choses. Et leur combat, quand il y avait le président Lansana Conté, feu Lansana Conté, que son âme repose en paix. J'ai tout suivi. Mais Sayon, artistiquement, je pense que c'est elle qui a créé les nouvelles tendances musicales en Guinée. C'est parti d'elle. C'est-à-dire accélérer la musique, chanter, donner la valeur
à une structure locale comme une structure traditionnelle comme les Sérés, par exemple. Elle a été la première à valoriser les Sérés. Le titre artistiquement, c'est celle qui a montré qu'il était important qu'une femme, pour montrer la cohérence et l'harmonie du couple, elle a chanté. Il n'y a pas une chanson dans laquelle elle ne vante pas son mari. Et quand elle chante dans Yefoussé, elle dit Atanga Berese na Aramori Nana. Donc, les gens n'ont qu'à tout lui prendre et qu'on lui laisse son mari. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de scandale autour de ce couple. L'homme sait jusqu'où il doit jouer son rôle. La femme sait jusqu'où elle joue son rôle. Donc, que ce soit sur le plan professionnel, donc artistique, sur le plan social, sur le plan humain, moi j'ai trouvé que c'était une merveille à présenter. Ensuite, il y a Kifindoussou. Ah oui. D'accord. Je pourrais dire autant d'elle, mais il y a ce garçon qui s'appelle Mamadou Lelouma. Moi, j'aime bien le folklore, j'aime la tradition, parce que qu'est-ce qui nous identifie, qu'est-ce qui nous singularise, qu'est-ce qui fait notre particularité par rapport aux autres nations. Ce sont justement ces éléments-là. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux artistes, je ne dis pas que les autres ne sont pas bien, mais qui m'ont frappé après la génération des Guélissayon et des, comment ils s'appellent encore, Amadou Accordéon et autres là, les petits héros. Il y a le jeune, je crois qu'il a suscité beaucoup de débats, beaucoup de controverses et même il a été détesté, mais au fond c'est faux. Il y a une espèce d'hypocrisie par rapport à lui, c'est le Mboma, par exemple, dont j'apprécie. C'est-à-dire, c'est le terroir, quoi, le terroir. Ensuite, il y a Mamadou Lelouma. Je ne sais pas si vous avez écouté. Bien sûr. Les dernières chansons de Mamadou Lelouma. Et moi, je l'ai vu lors de Miss RTG, organisée par la section culturelle en décembre passé. J'ai vu ce garçon danser. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Je me suis retrouvé au Fouta. Oui. Mais à la Belle Étoile. À la Belle Étoile. Et le garçon... C'est-à-dire qu'il a fait des arrangements modernes, mais tout en gardant l'essence de la musique du Fouta profond, c'est-à-dire la musique des grandes soirées du Fouta Djalon. Et je me suis dit, le jour où j'ai l'occasion de faire quelque chose, de mettre quelque chose comme ça, de créer un événement artistique, je le ferai venir. Et à Zebal, naturellement, que vous connaissez. Donc, et il y a les percussions de Kouroussa. Oui. C'est les rythmes du pays du Amana, les rythmes et les danses du pays Amana. Et mes frères et amis de Bokeh, le groupe Pak Bossé. Junior, je ne sais pas si vous connaissez. Vous les avez vus ici. Pak Bossé est piloté par les jumeaux. Piloté par les jumeaux. Les jumeaux, voilà. Exactement. Voilà. C'est un groupe auquel je suis personnellement très, très attaché. Oui. C'est la culture, de chez nous, la culture pure et dure de chez nous. Oui. Et du point de vue tradition, du point de vue culturel, du point de vue... Moi, je recherche l'originalité et l'authenticité. C'est-à-dire, quand les gens pensent que quand on dit culture, j'ai entendu des gens dire, le rap, c'est pas guinéen, le rap, c'est pas notre culture. C'est faux, c'est notre culture. La culture, c'est ce qui te distingue des autres, mais c'est ce que tu as en partage aussi avec les autres. Donc, c'est l'ensemble des deux qui forment la culture. Mais tu ne peux pas dire non, c'est juste ta spécificité. Mais qu'est-ce qui te dit que ce que tu penses spécifique là n'a pas été corrompu dans le bon sens, hein. C'est-à-dire n'a pas été un peu transformé au contact d'une autre culture ou d'une autre civilisation. Il n'y a pas... C'est pas pur, c'est pas la pureté 100%, ça n'existe pas. Voilà. Oui. Donc voilà pourquoi la nuit des merveilles, parce que tout ce qui vient ce jour-là, c'est authentique, c'est original et c'est propre à la voilà, c'est propre quoi. Et la RTG sera là pour la captation. Moi, je voudrais poser une question. Si tu me permets, je vais. On a des invités. Je vais résumer. Mais moi, je pense que est-ce que
au fait, le contenu du projet n'est pas plus grand que le titre du projet? Ouais. Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'une seule nuit peut suffire pour développer tout ça? Et pourquoi pas une semaine culturelle ou foire de l'artisanat pour permettre oui. Je dis, vas-y. En fait, moi, je pense grand. Je n'aime pas penser petit. Je pense qu'aujourd'hui, un cadre du ministère de la Culture, un cadre du ministère de la Culture qui a suffisamment de relations peut quand même monter un projet de foire de l'artisanat ou la semaine de la culture pour permettre à tous les aspects qu'il a cités. Parce que quand vous parlez, par exemple, de la présentation d'un projet de fabrication de textiles, par exemple, c'est pas en 2 minutes, les gens vont comprendre. C'est une question? Oui, c'est une question. Non, mais si c'est une question, je peux te répondre facilement. C'est pourquoi on voulait agrandir... je ne veux pas aller dans le sens de ce qu'on voit des événements classiques, traditionnels, de foire, d'artisanat, marché et tout ça. Non. D'accord. Je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais je crois que j'ai fait des études pour ça. Même si encore, pour des raisons X, Y, je n'ai pas pu mettre en... vraiment concrétiser exactement la façon dont on peut présenter certaines choses. Je vous ai dit que moi, je me situe entre 2 eaux. C'est-à-dire, il y a la communication, donc tout ce qui est médias, tout ce qui est... et puis, il y a la partie culturelle. C'est-à-dire que cette promotion-là, comment je la fais? Depuis 1 semaine ou 2, il y a des... C'est pas pour rien, j'ai dit, je ne peux pas le faire sans la RTG. Voilà. Il y a la section culturelle qui fait des reportages sur, justement, la fabrication, cette teinture-là, ce processus-là existe. Il y a un petit magazine qu'on est en train de faire là-dessus. D'accord. Et qui va être projeté sous forme de vidéo le 4 avril. Et il y a le portrait et puis le parcours de ces personnes, mais il y a aussi le processus de création dans leur entreprise qu'on va montrer. C'est-à-dire que c'est plusieurs formes à travers lesquelles nous allons essayer de rendre compte de l'extraordinaire créativité de ces personnes-là et de leur capacité à innover. C'est là-dessus. C'est pas pour autre chose, mais... Et cela pourrait permettre d'avoir des débouchés, parce voilà. Que si plus on est... Et l'idée aussi, justement, parlant de débouchés, c'est de faire en sorte que d'ouvrir de nouveaux marchés pour ces entreprises-là. Par exemple, cette jeune dame, Kadé, elle travaille et elle avait été victime de vol. Je ne sais pas si vous avez fait attention, elle avait été victime de vol à un moment. Il y a des gens qui sont montés sur le toit de sa boutique. Ouais. Ils ont arraché les tôles, ils sont descendus dedans et ils ont piqué tout dedans. Mais tout, ils ont tout emporté. Et il fallait voir, elle s'est effondrée, mais elle s'est relevée. Mais elle continue son travail. Donc, on parle de créativité et on parle d'innovation. Voici des personnes qui travaillent dans l'ombre, mais qui, je ne sais pas pour Fatou, mais par exemple pour Kadé, je sais que ce qu'elle gagne, elle travaille dur. Parfois, elle prend de sa poche. Et quand je lui demande, mais comment tu fais? Elle dit, de toute façon, mon père m'a dit que si tu peux payer ton loyer, tu peux payer tes travailleurs, tu n'as rien perdu. Tu peux continuer à travailler. Il ne faut pas dire que tu n'as rien. Très bien. Donc, vous voyez, donc, Junior, je comprends très bien pour conclure sur la partie. Ce n'est pas un événement comme ça que je veux faire. Je laisse ça à d'autres. Vous voyez. Mais moi, je suis entre la culture et les médias. C'est montrer quel est le rôle que les médias peuvent jouer dans la promotion de la culture et surtout pour qu'on puisse générer, pour que la culture puisse produire beaucoup de richesses. Je suis à ce niveau-là. Super. Voilà, Ansoumana Diessira Condé. En tout cas, c'est pas étonnant. Oui, c'est pas étonnant que ce soit vraiment vous qui portez ce projet. C'est extrêmement important et il l'a dit. On a parlé de la créativité, de l'innovation, mais ce concept aussi est un concept innovant.
pour permettre effectivement à ces créativités et à ces innovations d'être exhibées vraiment aux grandes dames de tous. Effectivement. Voilà. Vous savez, les gens produisent beaucoup. Il y a le secteur, ce sont deux secteurs qui sont très dynamiques. Vous prenez par exemple les artisans guinéens. Combien vous avez fait attention, ceux qui font le rotin ou les fauteuils, les menuiseries, machin et tout ça, les dames qui font des bijoux ou qui font des accessoires, machin et tout ça. Maintenant, il y en a partout. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de circuit pour l'écoulement de ces produits. Donc, les gens, ils produisent, mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas de mécanisme assez élaboré. Je n'accuse pas, c'est juste un constat. Et pour maintenant inciter d'autres à penser, à mettre en place des circuits d'écoulement, de diffusion pour les produits culturels ou des produits artisanaux, mais pour aussi des services dans le domaine du tourisme, il faut que les médias ont un rôle à jouer. Évidemment. Donc c'est aller les prendre, les montrer, et c'est ce que nous allons faire. Je ne suis pas seul, je dis toujours mais c'est une déformation. Je suis avec des journalistes, animateurs culturels du Jacques Guy. Il y a la section culturelle de la télévision nationale et il y a des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs culturels. En fait, on est un collectif qui travaille sur ce projet. Oui. Et l'idée, c'est de faire venir ce jour, on appelle des cartes personnalisées pour des entreprises qu'on a ciblées. Cette fois-ci, on ne leur a pas demandé de sponsoriser. Les gens m'ont dit, mais comment tu fais? J'ai dit, mais tu vas demander des sponsors. J'ai dit, non, je ne demande pas de sponsors. Il faut faire découvrir d'abord. Je veux qu'ils viennent voir ce qui va se passer et qu'il y ait des échanges. Donc, la Nuit des merveilles de Guinée, c'est un espace que nous créons pour provoquer la rencontre en supposant afin de construire ensemble. En souhaitant que la rencontre des deux fils, c'est-à-dire le secteur créatif et le secteur de l'innovation et le secteur de l'entreprise, parce que ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent quand même, vont se connecter pour qu'on puisse produire à partir de ces trois secteurs, l'artisanat, le tourisme et la culture, de la richesse, et que ces gens-là puissent aussi s'intégrer sur le plan social et sur le plan économique. Dans une sphère médiatique. Voilà l'idée, mais peut-être les gens vont me dire en 2 heures, 3 heures, mais non, c'est un événement que je vais répéter. Moi, c'est pas annuel, ça va être peut-être trimestriel dans un premier temps. Et j'ai échangé avec Madame la directrice générale de la RTZ. Si, normalement, à partir de ce que va se passer le 4, moi, j'ai envie d'en faire un concept d'émission. En réalité, je sais que vous allez y parvenir. Merci. Voilà. On va donc continuer. Ousmane Diessira Condé sur ce plateau, le projet innovant qui permettrait effectivement, en tout cas à la créativité guinéenne, de connaître une certaine valeur et de connaître une certaine visibilité. C'est ça, d'ailleurs, l'objectif principal de ce concept, la Nuit des merveilles de Guinée. Alors, on va donc en parler. Ce sera le 4 avril, côté Hôtel Mirador Palace. Nous avons d'autres sujets sur ce plateau avant qu'elle ne pose la question. Il s'agit bien sûr de ce projet renforcer l'autonomie et l'accès des filles et femmes handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive, mais également essayer de parler de mariage d'enfants, mariage précoce, aujourd'hui bouté. C'est le combat de Os Guinée, comme vous le savez, n'est-ce pas, sur ce plateau. Nous avons Mme Sandounou Catherine, assistante programme à Os Guinée, également Mme Kanté Mariam, responsable santé à Os Guinée. Alors, je vais poser la question, certainement vous avez d'autres préoccupations vis-à-vis de l'invité d'en face, mais ce qui reste clair, nous on a besoin de comprendre effectivement la présentation de ce projet, mais également qu'est-ce qui est prévu pour l'opérationnalisation sur le terrain. Alors ce projet, merci déjà Monsieur Ismaël. Oui. Ce projet qui est l'autonomisation des personnes handicapées et a pour objectif vraiment de, comme le thème, de les autonomiser, les permettre de se prendre en charge financièrement, mais qui va aussi les aider psychologiquement à se développer et avoir
une certaine idée globale de comment fonctionne le terrain économique et le terrain financier. Associé à la santé sexuelle reproductive, comme on disait, avec l'autonomisation, ça permet à ces femmes porteuses de handicap de vraiment se prendre en charge, de ne pas toujours continuer dans vraiment aider les femmes handicapées, aider, mais vraiment qu'elles soient autonomes, qu'elles soient indépendantes, au fait, c'est le terme. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment les aider à être indépendantes, à se rendre dans les structures sanitaires elles-mêmes et puis à payer leurs frais de consultation et tout ce qui s'ensuit, sans vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour dire, s'il vous plaît, au fait, une question de pitié, quoi. Nous voulons vraiment enlever cette partie de pitié qui est là pour les personnes porteuses de handicap. Voilà un peu la partie autonomisation que nous visons. Maintenant, la partie santé sexuelle reproductive, c'est un peu enlever l'ignorance ou écarter l'ignorance qui est là en vis-à-vis des personnes porteuses de handicap sur leur prise en charge sanitaire. Donc, nous faisons une sensibilisation, nous faisons des formations, en tout cas tout ce qui est pour une prise de conscience sanitaire pour les personnes porteuses de handicap, mais pourquoi pas pour les professionnels de santé. Il faut savoir que c'est sur toute la Guinée, parce que nous sommes également représentés dans les régions et nous faisons la même chose, que ce soit la sensibilisation, la formation et des plaidoyers que nous faisons pour vraiment aider ces personnes porteuses de handicap à se rendre compte de leur importance dans la communauté et à développer la question d'inclusion qui existe. Alors, dites-nous, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, si ce projet-là est conçu, c'est parce que les personnes handicapées rencontrent des difficultés dans leur prise en charge au niveau de nos structures sanitaires? Tu veux parler? Oui, effectivement, je dirais que ce projet n'est pas en vain. On ne s'est pas levé le matin pour dire qu'on va créer un projet sur les femmes handicapées et tout. Généralement, les femmes handicapées rencontrent beaucoup d'obstacles dans nos structures sanitaires. Voilà, c'est sur la base de ces obstacles, nous avons décidé au moins de créer des projets pour mener les actions de sensibilisation et d'autonomisation et pourquoi pas de renforcement des capacités des prestataires de services de santé sur la prise en charge des personnes handicapées dans les structures sanitaires. Alors, comment ça va se passer? Parce que quand vous parlez de difficultés d'accès, parce que là, on peut se lever et venir à l'hôpital pour demander à faire, n'est-ce pas, des diagnostics, pour demander à faire des consultations. Alors, quelles sont effectivement les attitudes ou le comportement auxquels vraiment les personnes handicapées peuvent vraiment se sentir réduites par rapport au personnel de santé ou par rapport à leur prise en charge? Est-ce qu'il y a de ces attitudes vraiment que vous condamnez énergiquement ou que vous dénoncez? Oui. Généralement, il existe dans la mentalité des Guinéens qui entend parler d'une personne handicapée, en situation de handicap, veut simplement dire une personne qui fait de la mendicité. Par exemple, une personne handicapée peut se rendre dans une structure sanitaire, il vient à l'accueil. La première des choses que les vigiles font ou les personnes qui s'y trouvent dans l'accueil font, ils disent quittez, on n'a pas d'argent et tout. La première perception, c'est le rejet. Voilà. C'est le rejet qui est là. Sans savoir mais pourquoi, n'est-ce pas, cette personne est là. Exactement. La deuxième chose aussi, une personne handicapée, c'est vrai, quand Mariam est venue sur ce plateau, peut-être certainement elle n'a pas dit, mais elle avait des difficultés à avoir accès. Parce que imaginez une personne qui a un fauteuil roulant, comment est-ce que l'intéressé peut accéder à une structure sanitaire qui a des escaliers de combien de niveau. Oui. Donc c'est aussi une difficulté que... Si par exemple la maternité se trouve au troisième. Et aucun dispositif, aucune structure n'est prévue, aucun dispositif n'est prévu pour nous permettre d'accéder facilement au troisième niveau, ça pose problème. Ça pose problème. D'accord. Et la troisième des choses aussi, c'est dû aussi, comment dirais-je, à l'accueil des prestataires de services de santé vis-à-vis des personnes handicapées. Et quand une personne handicapée, je prends l'exemple sur les soumis, quand ils viennent dans les structures sanitaires,
peut-être que si je ne m'abuse pas, qui dit santé, c'est quelque chose qui est un peu privé. Je me rends dans une structure sanitaire, j'ai une maladie, je prends le VIH-Sida. Je ne veux pas que c'est quelque chose qui est confidentiel. Oui, tout à fait. Et si je dis au prestataire de services de santé que j'ai rencontré pour l'expliquer mon problème, après, s'il est intéressé par m'exposer ailleurs, est-ce que je pourrais revenir? Non. Ou un sourd-muet qui vient, on sait qu'il parle avec les langues des signes. Tout à fait. Qu'on n'a pas ses représentants dans les structures sanitaires. Oui. Il ne va plus venir. Donc s'il n'y a pas des médecins spécialisés en décodage du langage ou de la langue des signes, ça pose problème. Voilà. Leur prise en charge pose énormément de problèmes. Par rapport à ça, quelles sont les recommandations que vous faites? Est-ce que c'est parce que vous avez des modules de formation réservés, c'est-à-dire dont les cibles, les prestataires de santé sont les cibles, mais également vous avez parlé d'autonomisation. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas que l'argent? On peut avoir de l'argent sans pour autant avoir bénéficié, n'est-ce pas, d'une très très bonne prise en charge sanitaire, si et seulement si les professionnels de santé ne sont pas sensibilisés et formés dans la prise en charge, n'est-ce pas, des personnes handicapées. Alors, quels sont vraiment le mode ou les modes opératoires? Les deux vont de pair, en fait. Il y a l'indépendance, comme je disais, mais aussi il y a le renforcement de capacité des professionnels de santé pour la technique de prise en charge, c'est comme ça on les appelle, la technique de prise en charge des personnes porteuses de handicap dans les structures sanitaires. Moi, personnellement, je fais souvent ces renforcements de capacité au compte de Hoche-Guinée ou au compte d'autres structures pour vulgariser comment ça se fait, parce que toute personne porteuse de handicap est spéciale et a une particularité. Donc, on ne peut pas dire qu'une personne peut être à mobilité réduite à une même technique de prise en charge qu'un sourd-muet ou qu'une personne malvoyante ou non-voyante. Vous voyez, donc chacun a sa spécificité. Et donc, nous, notre objectif, c'est de vraiment développer cette spécificité auprès des professionnels de santé pour qu'ils puissent comprendre globalement c'est quoi la particularité d'une personne porteuse de handicap et qu'est-ce qu'il faut faire quand on a la visite ou la consultation d'une personne porteuse de handicap dans la structure sanitaire. Alors, ce que ma collègue disait tout à l'heure, Madame Catherine, c'est vraiment aller du constat que moi-même j'ai vécu, parce que moi, je suis professionnelle de santé, je suis infirmière, donc en quelque sorte, je voyais tout ce qu'il y avait comme difficulté des personnes porteuses de handicap dans les structures sanitaires. Ça n'allait pas du tout. Soit tu es, par exemple, une personne atteinte d'albinisme qui se rend dans les structures sanitaires, il y a carrément des gens qui vont se retirer. La personne sent ou c'est ça. Donc ils font en sorte que vraiment la personne se sente mal à l'aise et ce qui va démotiver la personne de revenir faire une autre consultation et de voir aussi les pousser à la réticence. La partie aussi de comment on appelle de juger une personne à première vue. Moi j'ai été victime souvent, mais je considère plus ces choses-là. Quand on le fait, je corrige directement et sans passer à la violence et autres. Donc souvent ce sont ces points comme ça que nous mettons en œuvre pour aider non seulement les professionnels de santé, parce qu'il se peut aussi que ça soit de l'ignorance. Il y a quelqu'un qui peut avoir une personne handicapée, mais ne sait pas comment se comporter devant cette personne et a peur aussi de vraiment vexer la personne parce qu'il y a un côté sensible. Nous sommes hyper sensibles, hyper sensibles. Tu peux penser peut-être nous faire du bien pendant que nous voulons notre autonomie. Tu viens sans nous demander notre avis ou notre point de vue. Tu viens me prendre parce que tu veux vraiment m'aider et que ça me mette mal à l'aise. Donc ça veut dire que nous sommes hyper sensibles sur ces questions et que nous faisons vraiment des renforcements de capacité auprès des professionnels et même auprès des personnes porteuses de handicap même, pour qu'elles se rendent compte qu'elles ont des droits et qu'elles doivent défendre leurs droits, qu'elles n'ont pas à subir toutes ces
toutes ces inégalités au fait qui s'offrent à elles parce qu'elles ont un problème, pas un problème, elles ont une difficulté par exemple de voir ou de marcher, donc elles doivent subir tout ça. Nous leur disons qu'elles ont de droits et qu'elles doivent communiquer en cas de problème. Voilà un peu les stratégies que nous faisons, en plus du plaidoyer que nous faisons auprès du gouvernement, en tout cas auprès des ministères tutelles aussi, voilà, pour vraiment avoir une visibilité sur toutes nos actions et que nous les demandons encore de nous accompagner plus pour que nous puissions encore agrandir notre champ d'action. L'éventail est très large. Moi, je voudrais juste, enfin, si vous permettez, Junior, je peux? Non, allez-y. Non, je voudrais juste intervenir à ce propos. D'abord, je vous félicite et sincèrement, je suis très touché de comprendre. J'en sais quelque chose parce que autour de moi, en famille, il y a des gens qui vivent ça. J'ai des amis qui ont des enfants qui sont frappés d'infirmité. Et je sais combien de fois, psychologiquement, moralement, c'est une charge émotionnelle. Vous parlez d'insertion sociale et d'insertion économique des handicapés. Vous faites des sensibilisations et tout. Mais moi, j'ai constaté qu'il y a un problème. Mais c'est pour tous ceux qui pensent à intégrer ou à sensibiliser, ils oublient que dans le secteur culturel, il y a des métiers qui favorisent l'insertion non seulement sociale, mais l'insertion économique. Ils vont partout, ils vont leur apprendre à faire de l'artisanat, etc., mais ils pensent rarement, mais pas du tout même, au secteur culturel, alors qu'il n'y a pas mieux que la culture, les arts surtout, pour favoriser l'intégration sociale. C'est-à-dire que on regarde différemment. Le regard qu'on peut porter sur la personne peut changer parce que dans la tête, il y a quelque chose qui s'est débloqué. C'est-à-dire que la personne dont on avait pitié ou la personne qu'on pensait incapable de faire quelque chose fait la même chose qu'une personne valide. Et là, tu te dis, mais au fait, c'est quoi cette histoire? Est-ce que vous comprenez? Et moi, là-dessus, je voudrais déjà vous recommander cela. Pensez aussi à aller vers le secteur culturel. Et c'est ce qui va m'amener à vous faire d'abord à vous dire tout de suite ici, parce que je suis comme ça dans ma vie. Et moi, je vous dis tout de suite ma disponibilité à vous accompagner dans ce que vous faites. Je pense que la sensibilisation ne va pas s'arrêter. Des actions, c'est pas seulement venir dans les médias. Oui. Mais moi, si vous voulez, je suis prêt à faire un magazine ou un documentaire pour vous que vous pouvez mettre sur vos différents réseaux sociaux ou donner aux différentes chaînes de télévision. Mais je suis prêt à produire du contenu pour vous et si vous le voulez, je suis prêt à venir comme animateur artistique pour travailler vous aider à créer des troupes. Une troupe qui c'est mieux quand c'est votre public qui parle, qui dit ses problèmes. Et ça, le théâtre, il n'y a pas mieux que le théâtre pour le faire, pour le dire. Voilà, l'expression orale, l'expression artistique est très bien placée. Donc, moi, je suis prêt à me mettre à votre disposition. On peut monter ensemble des événements comme ça, on peut prendre des peintres qui vont les aider à faire des tableaux, à faire de la peinture ou de la sculpture. On va faire moi je suis prêt à monter cette exposition pour vous et on fait venir du public des gens qui peuvent venir acheter et tout va dans votre caisse. Moi je n'en veux rien. Là aujourd'hui la mention est grande. Non, Desira Contact c'est ça, c'est apporter de la plus-value et essayer de valoriser et d'accompagner les gens qui sont dans le besoin. Moi, je suis prêt à le faire. C'est pas que je suis riche, mais j'ai des compétences que je peux mettre à votre disposition. Voilà. Après l'émission, on va échanger les contacts tout à l'heure. Mais d'ici là, vous œuvrez également dans la lutte contre le mariage d'enfants. Comment ça se passe? Parce que ça vient accompagner, notamment. Parlant du mariage d'enfants, généralement, on dit que les personnes handicapées ne sont pas victimes de cette pratique.
Mais moi, je m'inscris à faux. Parce que généralement, on trouve cette pratique chez les personnes atteintes d'albinisme. Ceci est lié au stéréotype que la société a déjà fixé dans leur tête pour dire quand j'épouse une personne atteinte d'albinisme, je deviendrai riche. Voilà, je deviendrai riche. Ou un enfant, une petite fille. Nous avons un collègue de surcroît qui a épousé une femme albinos. Voilà. Il se reconnaît. Ça se fait. Bon, c'est ce que les gens se disent. Ou quand j'épouse une fille, une petite fille, ou bien un enfant qui excusez-moi du terme, qui est vierge, ça va m'apporter une longévité. Et c'est ces pratiques qui existent. C'est ma première fois d'entendre ça. C'est pourquoi je dis ça existe. D'accord. Ça existe parce que nous, on travaille plus souvent avec la communauté. C'est vrai que nous avons des actions de sensibilisation à Conakry, de renforcement des capacités, de formation des femmes et tout. Mais généralement, nous sommes plus souvent dans les communautés. Et c'est là, chez les personnes handicapées, nous avons dit que cela existe réellement chez les personnes handicapées. Et nous voulons mener des actions de sensibilisation pour que cette pratique soit éradiquée. D'accord. Voilà, pour leur bien-être. Si on doit épouser une femme, peu importe qu'elle soit albinos ou pas, qu'on sente que quand même c'est une femme, on veut l'épouser parce qu'on comme toute autre femme normale. On l'aime naturellement. Voilà, qu'on l'aime naturellement, mais pas pour des stéréotypes, c'est-à-dire pas pour des considérations de richesse. De virginité et tout. Bon Dieu. Donc, alors, par rapport à ça, mystique. Alors, s'il y a des recommandations aujourd'hui à faire par rapport à ces personnels de santé qui nous regardent dans cette émission, qu'est-ce qui va être vraiment les messages vraiment à leur endroit en attendant vraiment qu'ils ne soient en face de vous par rapport au cas pratique, c'est-à-dire par rapport aux ateliers de formation et de sensibilisation? Alors, nos recommandations, c'est de prendre en compte les questions d'handicap dans les structures sanitaires, surtout. Et parlant du mariage précoce, c'est de continuer à sensibiliser la communauté afin que nous puissions éradiquer cette pratique pour le bien-être des enfants. Mais est-ce qu'il vous arrive de communiquer avec ces personnes victimes d'albinisme ou d'handicap directement sur la question, c'est-à-dire afin de faire valoir leurs propres droits, d'accepter ou de ne pas accepter d'aller dans un tel mariage? Et s'il y a un cas de forcing, qu'est-ce qu'il faut faire, quel comportement il faut adopter, ou qui est-ce qu'il faut contacter, quelle structure contacter? Est-ce que vous le faites le plus souvent sur le terrain? Bien sûr. Oui, nous le faisons. Et souvent, c'est comme on a dit, tout va de la sensibilisation. Nous les informons déjà que c'est pas bien, parce qu'il faut retenir que les personnes porteuses de handicap en Guinée, majoritairement non instruites. Donc souvent dans la communauté, nous faisons des sensibilisations de prise de conscience en quelque sorte pour qu'elles comprennent qu'elles ont le droit de vraiment refuser quelque chose qui ne les plaît pas, mais aussi de leur dire ou de leur proposer notre aide en cas de mariage d'enfants ou en tout cas en cas de n'importe quel problème qui peut mettre leur vie en danger et qui est en rapport avec leur handicap. Donc c'est comme ça nous procédons avec leur aide, parce que souvent il y a certains aussi qui se disent je dois accepter, si je me marie pas maintenant, qui d'autre va vouloir de moi? Donc le premier venu, voilà, il faut l'accepter. Qui qu'il soit. C'est ça. Souvent, on a inculqué ça dans les esprits des personnes porteuses de handicap. Donc, elles grandissent avec ça. Je ne vaux rien. Donc, le premier venu est ma chance. Donc, peu importe la personne qui se présente à elle, ou peu importe l'objectif que la personne a derrière la tête, eux, elles veulent juste se marier, que ça soit maintenant mineur, majeur ou quelque chose. Donc, nous faisons des sensibilisations pour les informer et pour les conscientiser sur ces questions dangereuses qui se posent. Mais parmi ces personnes, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes. Il y a des hommes, oui. C'est pour cela qu'on dit personne. Je n'ai pas dit homme ou femme, parce non, que... je comprends très bien. Souvent... Mais vu qu'on parle premier venu, le plus souvent, ça se fait au niveau des femmes. La première venue aussi, oui. Quand il s'agit des hommes,
c'est que oui, c'est ça il aussi. est très difficile, n'est-ce pas, qu'une femme accepte tout de suite de venir en première pour dire, écoutez, je souhaiterais t'épouser. Et le plus souvent, il voit ces candidatures refoulées, refusées. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, ça arrive beaucoup chez les hommes handicapés où on refuse leur candidature à cause de leur handicap et psychologiquement ça leur touche. Nous faisons de la sensibilisation parce que nous ne pouvons pas faire au-delà de ça. Nous ne pouvons pas condamner la personne qui a refusé de se marier. Oui. Nous faisons quand même la conscientisation pour que la personne se rende compte que le physique ne détermine pas la moralité d'une personne. Il faut vraiment connaître la personne pour vouloir l'épouser. Il ne faut pas te baser juste sur son physique ou voilà. Parce qu'il y a le handicap invisible aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se dire que non, cette personne a un boîte ou ne voit pas que je veux pas de la personne. Donc, c'est un peu des perceptions comme ça que les gens ont sur le handicap que nous essayons vraiment de décortiquer pour qu'elles comprennent l'importance de l'inclusion dans la société. Sandounou, pour terminer, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport, effectivement, comme l'a fait Marianne Kanté? Alors, pour terminer, moi, je me dirais que nous allons nous inscrire, comment dirais-je, parlant de l'organisation des secours aux handicapés au Guinée, partenaires techniques. Allez-y. Ok. Je suis en train de parler avec ma réalisatrice. Allez-y. Ok. Je dis parlant de l'organisation des secours aux handicapés de Guinée, nos partenaires techniques et financiers, et même les gens qui nous soutiennent dans l'ombre, parce que c'est vrai que... Vous avez déjà un soutien d'ailleurs sur le plateau, voilà, là, sur la lumière. Le plateau même, vous pouvez écrire des projets, mais vous avez encore une autre équipe qui est là pour vous dire l'action là, elle est bonne, changer ça, l'activité là, elle est bonne, l'importance de cette activité, ou la continuité de cette activité et tout. Donc nous cesserons de leur dire merci de nous soutenir et merci vraiment à monsieur d'avoir promis de nous soutenir dans ce combat. Et merci à tout un chacun. La nuit des merveilles, c'est le 4 avril à l'hôtel Mariador Palace dans la commune de Ratouma. Le message à l'endroit des hommes de culture et pourquoi pas les personnalités invitées à cet effet pour terminer. Bon, et je voudrais vraiment vous remercier déjà, commencer par remercier la RTG qui ne ménage aucun effort, qui ne ménage mais aucun effort pour que vraiment la communication se passe très très bien au niveau des sports, marchés et tout ça. Et il y a toute une équipe qui travaille autour de moi et moi je suis très 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 touché. Je ne suis pas le seul qui est parti et qui revient pour des raisons d'échange de services, parce que j'ai envie de relancer des activités et là le soutien qu'on m'apporte ça dépasse mon entendement. Et je voudrais remercier tout le monde, à commencer par la responsable, Madame Makeme Bamba. Ensuite, ce que je veux dire, c'est de dire au public de venir voir ce qui va se passer. On aura besoin des conseils des uns et des autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne seront pas déçus. Les artistes sont hyper, c'est-à-dire la sélection a été stricte. Les artistes sont très, très motivés parce qu'ils savent que la suite dépend justement de cette première que eux ils vont faire. Et les deux dames, elles n'en reviennent pas. Elles se disent mais on savait pas que ça c'est quelque chose qui pouvait se faire. Mais voilà, moi je le fais. Et je voudrais remercier Moussa Mbaye. Monsieur Moussa Mbaye de MLP et de Degji Forstry, parce que c'est lui qui est le gérant de Mariador et qui m'a gracieusement offert Mariador et tout ce qu'il y a comme installation. C'est pour ça que je vous dis, j'ai une chance extraordinaire. Je suis gâté par les uns et les autres. C'est la monnaie qu'on et donc, ça me motive à plus d'un titre et je crois que le public ne sera pas déçu, s'il plaît à Dieu. Entrée, c'est sur tarif ou c'est gratuit? C'est pas gratuit. Il y a de la gratuité et il y a payant. Donc c'est les deux quoi. C'est les deux. D'accord. Mais les cartes, ils peuvent s'adresser à la section culturelle de la télévision nationale. C'est le seul point
pour tous ceux qui veulent des cartes, Il y a que un ce contact soit par rapport à gratuit, ça? que ce soit... c'est le numéro de Fatoumata Condé. Mais je crois dans les prochaines émissions, jeudi, on va alors, donner... on Oui, va en jeudi, parler. on va donner Tout à fait. les informations pratiques au Oui. public. Oui. Mais là, il fallait un peu planter le décor, que aujourd'hui. les gens comprennent de quoi il s'agissait. Merci à vous. Merci à tous les téléspectateurs. Nous comptons sur votre présence. Venez voir ce qui va se passer. Je ne vais pas trop parler. Vous n'allez pas être déçus. Merci Mariam Kanté d'être passé. Merci Sandounou. Merci, Également Catherine Ismaël. d'être passé. Le chroniqueur Abakar Junior, l'unique d'ailleurs aujourd'hui. Merci. Et demain, je précise que nous allons parler Simandou avec l'analyse d'un économiste, M. Kouyaté Sadian, qui est connu de tous. Il sera donc notre invité demain. Et dans un court instant, vous aurez le journal de 13h avec la rédaction politique du journal télévisé. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la technique. Une fois encore, la réalisation, Fatou et pourquoi pas Bangoura de l'autre côté. Une fois encore, tout le plaisir a été pour nous de vous servir. On vous donne rendez-vous demain si tout va bien. La nuit des merveilles de Guinée. Sous le haut patronage de Madame Aya Diawara, journaliste conseillère chargée de mission au ministère du Plan et de la Coopération internationale, l'agence Djessira Contact, en collaboration avec la section culturelle de la RTG et l'UJACI, organise la Nuit des merveilles de Guinée, vendredi 4 avril 2025 à 18h à l'hôtel Mariador Palace. Cet événement est une festivité qui vise à valoriser et à viabiliser les activités territoriales du pays. Pour cette première, la commune de Ratoma est à l'honneur. Au programme, présentation des créations des marques Firsi de Madame Fatou Balde Yanswane et Afrique Mania de Kadebari. Artistes invités, Sayon Kamara Taramahe, Kefin Doussou, Mamadou Lelouma, Zebal, Traoré, les percussions de Kouroussa et le groupe Pagbosé. Président d'honneur, M. Ahmed Sekou Traoré, président de la délégation spéciale de la commune de Ratoma. La commune à l'honneur. Présidente d'honneur, Djenedine Kouyaté, PDG Studio Moridieli et Dios Prod. Parrain, M. Badra Kone, président de la délégation spéciale de la commune de Matam. Marraine, Fatoumata Conté, entrepreneuse, chargée du protocole et de la communication, Al-Bayrak. Invité prestige, Madame Fifi Valdez Camara, Fatkam Élégance Couture. Madame Lopou Mané, entrepreneuse. Madame Fatou Bonata Djeng, PDG de Marquise Glam House. Fatoumata Kourouma, journaliste à la DCI. Monsieur Bangoura Alseni Sekou, président de la Fédération des jeunes leaders de Guinée, FEJLEG. Les présidents des ONG Festiart Ndimba, FADEC de Kouroussa, propice organisatrice du festival de Badiar et Lajirado. Vendredi 4 avril 2025, venez vivre une nuit de rêve avec Djessira Contact, la section culturelle de la RTG et l'UJACI. Djessira Contact, créer de la valeur ensemble.